soit on est vraiment dans une dimension strictement matérielle, il n'existe rien de l'autre côté, c'est pratico-pratique, c'est physique, etc. On en fait l'expérience, c'est pas un jugement, chacun vit à ce qu'il a à vivre. Soit on est dans une autre dimension, qui est celle de... je suis venu m'incarner ici, dans une histoire. Elle me raconte dans une certaine mesure ce que je suis, dans une certaine mesure, mais au final, ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis, donc notamment à travers la blessure. Du coup, aujourd'hui, je suis avec Bruno Charvet. Bonsoir Bruno. Bonsoir Mourad. Comment ça va ? Ça va très bien, avec les grands froids. Oui, avec un petit peu de neige, un petit peu de verglas à Paris. Voilà. On n'y est plus préparé. Non, c'est vrai, mais c'est l'hiver en même temps. Oui, c'est l'hiver. Et oui, c'est l'hiver. Il y a 4 saisons. Bruno, vous êtes médium. Vous vous définissez aussi comme un accompagnant spirituel. Oui. J'ai découvert votre travail via Jessica Baucher, qui nous a mis en contact, qui aurait dû être là aujourd'hui et qui malheureusement n'a pas pu être là, donc on pense à elle, on lui fait un clin d'œil. Oui. Ce qui me plaît beaucoup dans votre travail, c'est que vous êtes aussi universaliste, dans le sens où vous vous nourrissez de vos perceptions, dont on va parler, mais aussi toutes les formes de spiritualité, ce que je trouve très intéressant, d'avoir cette ouverture. Vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Bruno, un nouveau message. Vous avez aussi écrit 4 livres. 3 livres ou 4 livres, oui, c'est vrai. 1, 2, 3... Non, 3 livres. Attendez voir. Alors, j'ai vu 2... Et mon double de lumière. Alors ça, c'est le deuxième. Il y a Les Thérapeutes du ciel, le premier. Le troisième qui est sorti, qui est... Vous avez un nouveau message. Un nouveau message, voilà. Et il y a un oracle aussi. Et un oracle, effectivement. 4e sorti. Merci encore une fois d'être ici. Je me suis dit qu'on pourrait appeler cette conversation 6e sens, parce que je sais que c'est quelque chose, c'est une terminologie que vous employez pour décrire un petit peu vous, ce que vous percevez. Et voilà, j'aimerais parler de ça. Commencer avec votre histoire. Alors très bien, alors je ne vais pas commencer, vous en avez pour quelques jours, si on parle de mon histoire. Enfin, comme pour toute histoire, de toute façon. Oui, le 16e sens, c'est un mot qui est utilisé, ça te fait beaucoup penser à un film d'il y a quelques années qui était fort émouvant, mais enfin ça reste du cinéma. Je crois que c'est ce petit garçon là qui voyait des choses et puis que personne ne croyait, puis finalement voilà. Bon, on va pas, pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille parce que c'est quand même un très beau film. Puis il a touché beaucoup de personnes, en tout cas, ne serait-ce que par rapport aux transmissions du monde invisible aux êtres humains que nous sommes, qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup plus grand que ce que nous sommes et que ce que nous vivons. Et c'est ce plus grand, ce fameux beaucoup plus grand, est très relié effectivement au 6e sens. Alors le 6e sens, c'est un petit peu un ancien terme aussi maintenant. On parle beaucoup plus de présence. Enfin, moi, j'ai fini par l'appeler la présence, la conscience. J'aime beaucoup le mot de présence parce que il indique bien ce que c'est-à-dire que c'est tout ce qui se passe dans le présent, c'est-à-dire dans une forme d'éternité ou d'éternel présent. Et c'est ce fameux 6e sens, cette sensibilité qui n'est pas liée à nos sens rationnels, mais qui englobe tous les sens rationnels, c'est-à-dire les 5 autres sens. Et bien cette sensibilité, elle nous amène à contacter au sens premier, c'est-à-dire être en contact avec une dimension qui n'est pas celle de notre matérialité. Comment est-ce que ça a commencé pour vous ? Est-ce que vous sauriez marquer un moment précis ou est-ce que ça a toujours été là ? Ah oui. Alors ça a toujours été là parce que j'étais tout petit, mais ça s'est présenté quand j'étais petit. Je devais avoir à mon avis, j'ai toujours situé ça entre 5 et 7 ans. Je pense pas que ce soit avant parce que j'ai pas vraiment de souvenirs. En plus, en deçà de 3 ans, on dit souvent qu'on n'a pas vraiment de souvenirs, pas de souvenirs conscients. C'est rare, mais dans mon cas, c'est plutôt vers 6-7 ans. Et alors ça s'est manifesté de façon assez incroyable, je dirais, enfin en tout cas même dans mon souvenir, c'est que j'étais dans ma chambre comme un petit garçon ordinaire, et j'étais tout seul dans ma chambre, et j'ai eu des périodes où je me réveillais la nuit et en complète panique. Donc je ne savais plus où j'étais, je n'arrivais pas à trouver l'interrupteur qui était quand même pas loin, et surtout quand je me levais de mon lit et que je sortais pour aller
j'avais qu'une envie d'ouvrir la porte et d'aller me jeter dans le lit de mes parents. Je ne trouvais pas la porte non plus. Et j'avais l'impression d'être perdu dans une autre dimension, parce que ma chambre, qui était fort avec des dimensions normales, on va dire, ordinaires d'un petit garçon, en fait, elle me paraissait sans limite, et surtout sans ouverture et sans lumière. Et c'est dans ces moments-là que j'ai perçu qu'il y avait des personnages ou des présences, mais mon Dieu, pour un petit garçon de 5 ou 7 ans ou 6 ans, définir ce que sont ces présences, c'est très difficile. Il n'y a pas le langage qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut avoir quand on est adulte. Donc ça s'est manifesté bien sûr par ce qu'on a considéré à l'époque comme des paniques nocturnes. Donc, c'est ce que mes parents, en tout cas ma mère, avaient considéré. Et puis ça s'est plus ou moins effacé, disparu à mesure que je grandissais. C'était pas vraiment non plus c'est pas des choses qui me hantaient tous les jours, tout le temps, hein. Ça n'a pas nécessité que j'aille voir un thérapeute ou un psy ou quelqu'un pour m'examiner, mais c'est vrai que c'était quand même une inquiétude, surtout le fait de hurler dans la chambre, imaginez, en cherchant son doudou et surtout sa maman, et que maman arrive au bout d'un moment, qu'elle allume la lumière, qu'elle ouvre la porte et qu'on se rend compte que la chambre elle est toute petite et que j'étais à côté de tout. Ça a été très marquant. Ça a été mon premier décrochage de la réalité, on va dire. Et je précise vraiment, surtout quand le fait d'être petit, ça marque beaucoup, forcément, hein. Tout ce qui nous marque quand on est enfant ou petit, conscient ou pas, sont des choses qui marquent très longtemps. Alors pendant longtemps, ça a été très... Ensuite, ça s'est beaucoup calmé. Et puis, je pense qu'à partir de peut-être une douzaine d'années, plutôt de douzaine d'années, ça m'a repris. Alors, pas sous la même manifestation, c'est-à-dire que j'avais plus ce genre de choses la nuit. Mais je commençais à percevoir, pressentir. Et puis, d'une façon générale, c'est surtout à partir de mes 13-14 ans que ça a commencé sérieusement à m'occuper, pas à me préoccuper, parce que je trouvais ça rigolo et que je trouvais ça assez marrant. J'avais l'impression d'être tout seul à avoir ça. Donc ça donnait l'impression à l'époque d'avoir un pouvoir, hein. C'était formidable quand on est gosse et un petit garçon, qu'on adore Goldorak et tout ça. C'était ce qu'on aimait quand on était petit. Enfin, ce que j'aimais quand j'étais petit, le Capitaine Flamme et tout ça, enfin, toutes des choses fantastiques. J'étais un peu dans ce domaine magique, hein. J'étais beaucoup là-dedans, et en même temps, je suis quand même issu d'une famille et d'un père qui était assez pratiquant. On est chrétien dans la famille, et donc il fallait aller à la messe le dimanche. Donc il y avait... Quand je m'en ouvrais un peu, je sentais bien que mon père, si on parlait des anges gardiens, il disait d'accord, mais enfin c'est Jésus, c'est Marie, et puis le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ben, moi je percevais pas forcément Jésus et Marie, mais j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose avec les petits anges, quoi. Donc voilà, ça aussi, ça a beaucoup pris. Et puis il y a eu surtout un peu plus tard, quand j'ai eu, c'était un peu plus tard, je pense que j'avais autour de 14-15 ans, j'ai commencé à m'amuser avec mes petits camarades de classe en regardant, dans les intercours. À l'époque, on était dans la même classe. C'est les profs qui venaient toujours, qui se déplaçaient. Et il y avait... je sais pas comment j'ai commencé, mais j'ai commencé à regarder un petit, je crois que c'était un petit camarade qui était là, mais les gens faisaient la queue. et je passais, je rentrais dans le vide, enfin je les regardais, je rentrais dans le regard, j'avais l'impression de passer comme dans une rampe à l'intérieur, et je me retrouvais chez eux. Et je me rappelle d'un jour, j'ai dit à un de mes camarades, je lui ai dit, mais ta grand-mère, elle est là en ce moment? Et il m'a dit, mais comment tu sais? Elle vient d'arriver hier soir. Parce que je l'avais vue avec ses valises. Donc c'était pas une prédiction, ni quoi que c'était, une forme de télépathie. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Et puis il y en a un qui a su, l'autre il dit, moi aussi je veux savoir. Et puis il faisait la queue dans les intercours. Incroyable. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que donc 13-14 ans, il y a vraiment un tournant. Et j'ai pas l'impression que vous en avez eu peur, en fait. Parce que c'est presque comme si c'était un jeu, et ça contraste avec les débuts. Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'enfance où on comprend pas, et puis ensuite il y a un temps de entre guillemets rien. Bon, j'ai grandi, j'ai fait ma vie, j'allais à l'école, enfin mes frères et sœurs. Et puis effectivement, à un moment donné, mais je m'intéressais depuis tout petit, hein, quand j'avais, je sais pas, une douzaine d'années, 12-13 ans, donc peut-être 2 ans avant tout ça, avant l'école, je m'étais acheté un livre qui s'appelait un jeu de cartes du petit cartomancien. C'est des cartes de divination, hein, qui sont, enfin à l'époque, c'était magique pour moi, encore une fois. Et j'ai commencé comme ça, donc je commençais un peu à tirer les cartes.
je savais pas trop quoi. Ça m'a vraiment traversé. Hein. Je peux pas dire que j'ai eu un mentor quand j'étais petit ou gamin. J'en ai eu un plus tard. Oui. Mais petit ou gamin, j'ai fait mes petites découvertes. J'étais un fou de pendule. J'ai découvert. Je sais pas ce qui m'a pris d'être si jeune, d'être intéressé par ça. D'autant que le reste de ma famille n'était pas vraiment là-dedans. Et encore une fois, comme je vous le disais, surtout mon père, c'était hors l'église, point de salut. Donc il fallait vraiment, peut-être pas la confession, on n'était pas là, mais quand même, ça avait son importance. Et j'ai un peu pris certainement le contre-pied de son histoire ou de ce qu'il était. Ce qui n'est certainement pas faux d'ailleurs, en cherchant par moi-même en fait. Mais il y a une chose que je crois que je sais depuis toujours, même quand j'étais tout petit ou vraiment gamin, parce que même si je ne pouvais pas le conscientiser à l'époque, c'est que j'étais déjà visité. Ça me travaillait, ça me cherchait vraiment. Et je pense que même pour vos auditeurs, l'idée de savoir que quand on a une quête spirituelle, c'est pas simplement soi qui cherche, c'est que nous sommes cherchés par, voilà, vous l'appellerez Dieu, la conscience, la présence, mais ça me cherche. C'est pas c'est cette prééminence de je suis avant d'être, mais ce je suis, c'est parce que comment dirais-je, c'est l'autre avec un grand A. Hein. Alors on l'appelle encore une fois comme on veut, les anges gardiens, les petites âmes comme je les appelle, ou les guides se rapprochent du soleil, de la lumière, on l'appelle comme on veut, encore une fois de Dieu si on veut, hein, mais ça nous cherche. Et je crois que ça me cherchait. Et que, comme je ne savais pas ce qui me cherchait, je cherchais. Voilà. Je crois que c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de le voir. Parce que si c'est uniquement soi qui fait sa recherche, mon Dieu, je suis là dans mon petit coin et puis j'ai personne qui m'aide. Or, si je sens que je suis cherché par plus grand que moi, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose en moi. Je suis aimé, je suis attendu, j'ai peut-être pas une mission de vie, mais j'ai quelque chose à vivre. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Ça me fait penser à une citation du maître soufi Rumi qui disait « Ce que vous cherchez, vous cherche », littéralement. C'est exactement ça. Mais c'est ce qu'on entend dans beaucoup de confessions différentes, spirituelles, dans le judaïsme, et comme chez les chrétiens, on est vraiment attendu. Hein, voilà. Je te cherche, mais en réalité, c'est je te cherche parce que c'est toi qui me cherches depuis le début. On est attendu. C'est extraordinaire. Et quand on découvre ça, alors je ne le savais pas quand j'avais 5 ans, et pas vraiment non plus quand j'avais 14 ou 15 ans, parce que j'avais aussi ma propre histoire à régler, à gérer, comme chacun d'entre nous ici-bas. Mais c'est une chose qui m'a toujours, ça a été mon fil rouge depuis le début de ma vie, et ça la reste encore aujourd'hui, et j'espère jusqu'à la fin de mes jours, sur cette terre, c'est d'être guidé, tout le temps guidé. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez justement cherché à comprendre ce qui se passait, peut-être à en parler avec d'autres personnes ou à suivre un enseignement en particulier, comprendre vraiment ce qui se passait, ce qui vous arrivait? Alors, il y a quelqu'un qui est intervenu dans ma vie. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé voir je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir une quinzaine d'années. Hein. J'étais quand même assez jeune, encore 16 ans peut-être. J'avais vu dans les petites annonces chez mes parents, vous savez, ces fameux journaux gratuits, là, enfin à l'époque surtout, maintenant il y en a peut-être moins, mais c'est les fameux, il y avait tout, quoi. C'était un peu le bon coin, mais surtout. Les petites annonces. Petites annonces, vraiment. C'est pas les petites annonces d'Eli Kakou, là. Non, pas Eli Kakou, d'Eli Semoun, il y a quelques années. Mais et j'étais tombé sur une annonce qui m'avait fasciné à l'époque, parce que je vivais dans ma petite campagne lyonnaise, qui était quand même un peu ravitaillée par les corbeaux à l'époque. Et je tombe sur ce voyant, enfin un type qui dit qu'il est voyant, et j'avais pas envie qu'on me prédise l'avenir. Hein. Mais je sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose, et je lui ai demandé, je l'ai appelé, donc je me suis renseigné, je me suis dit, mais peut-être qu'il peut m'aider, il peut m'accompagner là-dedans. Et en fait, il m'a beaucoup aidé, parce qu'il m'a donné des techniques, notamment... Je pensais que j'étais voyant quand j'étais ado, et même jusqu'à une bonne vingtaine d'années, je pensais que j'étais que voyant. Même si la voyance et la médiumnité parfois sont très cousines, il y a des gens qui sont voyants médiums, d'autres qui sont que médiums ou que voyants. Mais en tout cas, pour moi, c'était un peu
c'était pas le fouillis, mais c'était un peu mélangé, on va dire. Hein. Et ce type m'a vraiment... C'est quelqu'un qui est resté vraiment dans ma mémoire, parce qu'il m'a aidé lorsque je me posais des questions sur la vie, alors j'ai eu mon pendule pendant des mois, et puis une pendule, j'en ai eu marre, après j'ai tiré les cartes, j'ai découvert les cartes, etc. Et ce monsieur, il est arrivé un petit peu dans tout ça, dans toute cette recherche, parce que j'étais fasciné par la Bible, je lisais plein de trucs, plein de bouquins, j'allais dans une librairie dans le centre-ville de Lyon, qui était quand même à l'époque à plus d'1 heure de chez moi, encore une fois quand j'étais à la campagne, donc c'était l'expédition le samedi après-midi, j'ai passé l'après-midi, j'avais pas de sous pour payer des bouquins, donc je les bouquinais devant, comme ça, de temps en temps je pouvais en acheter un, et tout ça m'a mené à tomber sur cette annonce et à appeler ce monsieur qui était voyant, et je lui ai donc dit, est-ce qu'il y a une technique pour si je pose une question, par exemple, parce que je savais qu'avec mon pendule, on pouvait poser une question et éventuellement avoir une réponse en fonction de l'oscillation. J'ai dit, est-ce qu'on peut avoir une question autrement qu'avec le pendule, une réponse? Et il m'a vachement aidé. Il m'a donné plein de choses et il m'a fait comprendre une chose, notamment, c'est que, y compris quand on est en recherche, où on a une question, où on parle avec son guide, mais qu'on n'a pas de réponse, c'est pas une conversation téléphonique avec les petites âmes de l'autre côté ou les guides, c'était de poser sa question et de l'oublier. Et il m'a appris ça, mais ça paraît tout bête à vous le dire maintenant, mais quand je l'ai vécu, je me suis rendu compte à quel point en fait je pouvais poser mes questions en conscience, et puis hop, j'avais des réponses. Et à l'époque, je n'avais pas les grandes questions existentielles, mais je demandais quand même qui est Dieu, est-ce que Dieu existe, etc. Juste pour la petite anecdote, je me rappellerai toute ma vie de ça, c'est que quand j'avais, donc beaucoup plus jeune, quand je me suis acheté mon pendule, au vu et au su de tout le monde, parce qu'il fallait que j'étais passé par une voisine pour qu'elle récupère le cadeau. Enfin bon, il n'y avait pas la livraison d'aujourd'hui, hein, je peux vous dire. Et la pub pour le pendule était extraordinaire. C'était, vous pourrez découvrir si Dieu existait, qui était Jésus, vous pourrez parler avec Napoléon. Enfin, c'était dingue. C'était osé. Oui, il était osé le gars d'avoir fait ça. Bon, c'était un bon marketing, puisque j'ai acheté. Pendule avec un alliage particulier, tu parles quand je... Bon, après maintenant, j'ai de l'alliage... Bon, enfin, en tout cas, ça a marché. C'était mon jouet, mon truc, quoi. Mais c'était devenu tellement important que mes parents s'en sont rendus compte, surtout ma mère, et elle m'a dit confisqué et tu viens manger. Je ferme cette parenthèse. Donc, le pendule a donné lieu ensuite à me poser des questions. Vous voyez, il y a une progression un petit peu comme ça, mais dont je n'avais pas conscience. Hein, elle s'est faite toute seule. Et les cartes, et puis bien sûr, le fait de poser une question, comme dans les cartes, on peut poser sa question, on n'attend pas la réponse, on ferme on ferme le truc, et puis la réponse, elle vient dans 1 heure, dans 5 minutes, dans 10 secondes, ou dans 10 ans. Et je m'en sers toujours aujourd'hui, lorsque j'ai besoin de répondre à une question de quelqu'un où j'ai pas la réponse intuitive tout de suite, j'envoie la question là-haut, enfin dans mon esprit, dans mon âme, et puis j'attends pas. Je sais qu'elle viendra. Et ça m'arrive régulièrement dans mes séances, dans mes rendez-vous, partout. En général, maintenant, ça vient spontanément tout le temps. Mais s'il y a une question précise à laquelle je ne sais pas trop répondre, ou si j'ai besoin vraiment de plus de guidance, c'est pareil. J'envoie ça et ça me revient. Et c'est grâce à ce monsieur que je l'ai appris quand j'avais donc 16 ans. Donc j'en ai 55 aujourd'hui. Voilà, ça m'a beaucoup servi. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, c'est fascinant. La première chose, c'est la différence entre médiumnité et voyance. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on dit que, en général, un voyant ou une voyante, c'est quelqu'un qui souvent tire les cartes. On a toujours l'image de la boule de cristal. Certains s'en servent encore, parce que... c'est comme le marc de café, ou etc. Bon, il y a des supports, en fait. Hein. Mais on dit souvent qu'un voyant, mais c'est ce qu'on dit, hein, encore une fois, ça serait un peu réducteur. Le voyant prédit l'avenir, il peut tirer les cartes, etc. Et quand on dit je suis allé voir un voyant, là j'ai une cousine qui est allée voir, m'a dit il y a 15 jours qu'elle est allée voir un voyant, je sais ce que ça voulait dire pour elle. D'accord. On va voir le voyant ou la voyante. Dites-moi en ce moment un peu où j'en suis, mais surtout dites-moi demain ce qui va se passer. Médium, comme son nom l'indique, c'est le médium, c'est le go-between en anglais, celui qui fait c'est comme les médias. Un médium, c'est vraiment l'interface, si vous voulez, dans ce cas-là, entre ce monde-ci et les autres dimensions. On y a plusieurs.
Le médium, donc, il a ce rôle-là. Et certains sont voyants médiums. Il y en a qui sont médiums, voyants, guérisseurs, télépathes, etc., etc. Bon, je rigole, mais parfois il y a des listes longues comme le bras. Pourquoi pas, ils ont peut-être ce talent-là, tant mieux. Mais voilà, je pensais que j'étais voyant à l'époque parce que je n'avais pas eu le déclic et je n'avais pas eu concrètement de message pour moi, me disant ceci, cela, jusqu'à ce que j'ai une trentaine d'années quand je suis parti aux États-Unis. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, au départ, j'étais plutôt voyant. Donc, je tirais les tarots de Marseille beaucoup. J'avais un tarot que j'aimais beaucoup, que j'ai toujours d'ailleurs, je n'utilise plus, qui s'appelle le tarot de Madame Indira, qui est très très beau. Il y avait le Béline que j'avais mais que j'ai pas gardé, voilà, etc. Et puis, bon, maintenant, j'ai un oracle... que j'ai sorti un oracle il y a 2 ans maintenant. Génial. Mais voilà, au départ, c'était ça, hein, la différence pour moi entre la voyance et la médiumnité. D'accord. Donc vous, ce que vous faites, c'est pas dire aux gens qu'est-ce qui va se passer dans leur futur, c'est plutôt ce qui se passe ici et maintenant, les énergies du moment, et éventuellement accéder aussi à une autre dimension. Parfois, vous avez parlé de guides, de petites âmes, parfois ça peut aussi être des défunts. C'est à quel moment que vous avez pris conscience que ça c'était possible? Parce que ça c'est pas quand même pas rien. Non, c'est pas rien. Le vrai déclic, il a été lors d'un voyage assez fondateur d'ailleurs, particulièrement fondateur en 2001. Ouais. Alors avec le temps, je ne sais jamais si c'est 2000 ou 2001. Je crois que c'était parce qu'en fait je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, sinon il y en a pour 2 jours au moins. Mais bon, j'avais fait la connaissance d'une cliente américaine, enfin une américaine qui est toujours une amie d'ailleurs aujourd'hui, qui vivait à l'époque. Je crois que c'est juste après 2001 parce qu'elle avait eu des soucis pour rentrer en avion après l'effondrement des tours, les attentats, l'attaque terroriste, absolument. Et c'est une amie. Je me rappelle, j'étais avec un ami dans une brasserie parisienne assez connue. On avait un petit peu picolé au champagne quand même. Je ne sais plus ce qu'on fêtait d'ailleurs. Enfin, c'était bien sympa. Et à ma gauche, il y avait 2 sœurs qui étaient dans la même brasserie et qui étaient américaines. Enfin, qui le sont toujours d'ailleurs. Et j'ai commencé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est sorti, mais comme ça. Je suis comme dit, bon, alors bonjour, nanana, je m'appelle nanana, l'autre nanana. Et à un moment donné, j'ai donné des informations à l'une des 2, qui était donc Ginny, et à laquelle je dis mais il y a un problème avec votre mari, il est avocat. Enfin, je commence à lui raconter sa vie. Elle me regarde, elle fond en larmes, elle me dit mais comment vous savez ça, etc. Bon, je vous passe le côté sensationnel. Et sa sœur, donc qui était en face, avec laquelle je suis devenu très ami, quelques jours après, parce qu'elle repartait à New York, elle m'a dit écoute, si tu veux, si t'as rien à faire, je t'invite à New York, je t'ouvre ma maison, vu ce que tu as dit à ma sœur, je vais te présenter toute ma famille, et tous mes amis. Elle avait un sacré carnet d'adresses d'ailleurs. Wow. Elle a d'ailleurs, mais elle avait un sacré job à l'époque. Et pour moi, c'était l'Eldorado, quoi. C'est invité aux États-Unis. Il n'y avait pas les problématiques d'aujourd'hui. Oui. On y allait comme on voulait. C'était en 2000. Enfin, on y allait. Il y avait quand même eu 2001, donc qui venait d'arriver. Donc c'était quand même très surveillé, mais il y avait pas. C'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et j'ai commencé comme ça. Et je venais avec mon jeu de cartes, et puis il y avait des gens qui venaient. Je me rappelle d'un couple, deux gays qui étaient venus, qui avaient des problèmes de relation, enfin de leur propre relation, leur couple. Et je commençais à voir, en fait je leur tire les cartes, mais je me disais, mais les cartes elles me servent à rien. Et j'ai commencé comme ça. Je dis, mais je peux très bien leur parler, je ressens les choses. Et j'ai commencé à dire, et ça matchait. Ça matchait d'autant plus que ça avait matché quelques mois plus tôt avec la fameuse sœur dans la brasserie, enfin une des sœurs dans la brasserie. Et je précise qu'avant de rentrer là, d'arriver aux États-Unis, mon ami John qui m'avait dit Bruno, je te propose, parce que c'est un deal c'est à l'américaine, c'est la femme d'affaires. Il me dit, tu viens aux États-Unis, tu viens à New York, t'es installé, t'as ta chambre, ton bureau. C'était vraiment le rêve. Et elle m'a dit, mais en échange, je te demande qu'une chose, c'est de pouvoir continuer à accompagner ma sœur comme tu l'as fait au restaurant, qui était vraiment le truc. C'était dans un court temps, et d'aider un de ses amis, Robert, qui était à l'époque, qui avait des problèmes de drogue, qui était dans une clinique de réhabilitation, etc., où elle m'a dit, si tu peux faire quelque chose. Pour le reste, carnet d'adresses ouvert. Et c'est comme ça, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de monde, très très peu, ce que j'avais pas du tout à Paris, parce qu'à Paris, je m'amusais, de temps en temps, j'avais des amis qui savaient que j'aimais tirer les cartes, etc., donc je faisais même pas payer ou peu.
Là, il s'agissait de fixer un tarif, etc. Et puis un beau jour, pendant que j'étais là-bas, je tombe sur une émission de télévision, je crois que c'était CBS à l'époque, et truc incroyable, il y avait un médium qui était là. Alors moi, je ne connais pas du tout qu'il y avait des médiums à la télé. Aux États-Unis, ils sont toujours très avant-gardistes, surtout pour l'entertainment, comme on dit. Et la façon dont il parlait, j'ai dit, mais en fait, c'est exactement comme ça que je parle en ce moment. Donc il y a un tel, mais vous avez un problème, la figure paternelle est comme ça, machin. Mais je fais pareil ces derniers temps. Je m'en étais pas rendu compte. Voilà. Et en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, je suis médium. D'accord. Après, il y a eu des révélations et des messages pour moi, effectivement. Alors, vous parliez, pardon, je vous interromps juste une chose, on parlait de guidance, de petites âmes, etc. Pour moi, les petites âmes, c'est vraiment les personnes qu'on appelle les défunts. J'ai horreur de ce mot, parce que ça ressemble, c'est pas un joli mot, je trouve. Ça ressemble. Petites âmes, c'est plein de lumière et de luminosité. Puis les guides, les guidances, comme son nom l'indique, viennent des guides, donc ça peut être j'aime pas non plus le mot entité, mais des énergies supérieures, et qui viennent avec les guides, enfin en même temps, avec les petites âmes aussi parfois. Voilà, je fais cette parenthèse, c'était important de le dire. À l'époque, j'avais pas du tout conscience de ça, mais c'était une grande aventure qui commençait, donc on peut dire que vraiment, le début de tout, ça a été vraiment petite trentaine, quoi. Voilà, trentaine. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un fil rouge dans votre histoire où on passe d'un truc à l'autre et ça se fait assez naturellement. Donc là, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a un moment où les supports n'étaient plus utiles et que vous pouviez en direct ressentir. Et si je peux me permettre de vous demander, comment ça se matérialise pour vous? Vous avez parlé de sixième sens. Est-ce que ça passe par les 5 sens? Je sais que certaines personnes parlent de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Est-ce que pour vous, c'est un mélange de tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont plus ceci ou plus cela. Moi, j'ai été très longtemps clairvoyant. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pensé que j'étais voyant au départ. Hein. Ouais. Et puis, petit à petit, et de plus en plus maintenant, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a nos 5 sens. Donc, on peut, ne serait-ce que pour identifier un petit peu si la personne avait des cheveux ou si elle en avait autant que moi aujourd'hui. Le nombre de fois où je me suis dit, mais j'ai une perruque sur la tête, donc il y avait beaucoup de cheveux, ou alors une façon dont on est coiffé, ou s'il y a une marque particulière sur le visage, ou une marque particulière dans le corps. Donc, c'est des choses c'est très particulier. Hein. C'est vraiment une sorte de streaming. C'est-à-dire que ça défile et je réalise que c'est pas ma pensée, c'est pas mon émotion, mais je le ressens quand même. C'est ça ça fait un peu un sentiment de schizophrénie, mais c'est très particulier. En tout cas, ça passe par les 5 sens et je dois dire que j'ai autant l'écoute, enfin la vision, l'audition. Pour moi, les 5 sens, ils sont mis à contribution. Et surtout, de plus en plus, et ça c'est vrai depuis plusieurs années maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce qu'avant c'était très cérébral. Oui. Et c'est très souvent ce qu'on dit d'un médium ou d'un voyant, c'est qu'ils sont cérébrales. Enfin, c'est des gens, on dit, ah bah tiens, il ou elle cérébral. Et en fait, je suis cérébral, mais je me rends compte que plus je rentre dans mon corps et donc dans mon incarnation, et plus ce talent s'épanouit. C'est-à-dire moins si je suis trop dans le mental, ok, je vais avoir des messages, ça peut être très bluffant parfois, oui, je reconnais que c'est bluffant, pas de ce que je fais, mais de ce que je reçois, de ce qu'ils sont capables de nous envoyer, de l'autre dimension. Mais c'est comment dirais-je? J'ai perdu d'ailleurs ce que je voulais vous dire. J'ai perdu le fil. J'ai dû être visité par quelque chose, justement. Mais justement, la sensation n'est pas du ressort d'une émotion personnelle. Et ce qui est difficile pour un voyant, pour un médium, là on va parler de médiumnité surtout, parce que c'est mon domaine, c'est de faire la différence entre les émotions personnelles et ce qui est de l'ordre de la personne en face. Alors, il peut y avoir, par le jeu de miroir, une espèce de transfert, des choses, ça, il faut en avoir conscience quand on fait ce métier, sinon on est complètement paumé et on va mélanger tout ce qu'on dit à la personne avec ce qu'on ressent soi-même. Ouais. Et c'est souvent d'ailleurs cet effet d'éponge. Et exactement. Et cet effet d'éponge, s'il n'est pas travaillé, et ça fait partie du boulot du médium, si c'est juste, super, je démarre ma journée, je fais mes rendez-vous,
je suis pas sûr que ça fonctionne sur le long terme. En tout cas, que ce soit bon pour la personne en face. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail de nettoyage intérieur. Et j'y viens. C'est pour ça que je dis qu'à l'époque, quand j'étais ado, et puis ensuite jeune adulte, et puis jusqu'à ma trentaine, j'étais pas prêt de le faire. D'abord, je le sentais. Je n'arrivais pas à trouver ma voie. Même sur le plan professionnel, je m'ennuyais très vite. Au bout de 2 ans, je changeais. Puis je m'ennuyais très, très, très facilement. C'est que j'étais pas prêt et qu'il y a un moment donné où on est préparé. D'abord, on est préparé en amont par le monde invisible qui vient travailler en soi. Ce que je disais, ça nous cherche, ça me cherchait et ça continue à me chercher tout le temps d'ailleurs. J'ai pas l'impression d'être arrivé à quoi que ce soit. Et ça me cherche et en même temps, plus je vieillis et plus ça prend de l'épaisseur. Parce que c'est à la fois moi qui reçois les choses, donc je les expérimente, mais je ne le tiens pas de moi. Voilà. C'est le grand paradoxe, c'est un divin paradoxe. C'est le divin paradoxe pour tout le monde d'ailleurs. C'est cette dimension incarnée et une dimension qui est celle du plus que. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui m'a vraiment interpellé, c'est plus vous incarnez, sous-entendu qui vous êtes, plus c'est simple de percevoir. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ça? Je trouve ça très intéressant. Il y a certaines personnes qui parlent de s'enraciner vraiment dans la terre pour pouvoir... je crois que Jung disait que aucun arbre n'atteint le paradis si ses racines ne sont pas ancrées profondément jusqu'à l'enfer. Est-ce que c'est un petit peu cette idée? On peut... je prends mon exemple personnel, c'est d'avoir été très cérébral. Je suis quelqu'un d'assez cérébral de toute façon, mais ça se soigne. Mais j'étais quelqu'un de très cérébral, j'ai été plus jeune, j'étais quelqu'un de très anxieux, très inquiet. Bon, probablement aussi parce que je voyais bien qu'il y avait d'autres choses que ce que je voyais là, mais comme je le savais pas. Mais cette inquiétude et ce côté cérébral se sont nettement atténués justement en prenant conscience de mon incarnation. C'est-à-dire que, en un mot comme en 100, pour répondre à votre question, tout passe par toute spiritualité, toute pratique spirituelle, alors a fortiori pour un médium, passe par une incarnation forte. C'est-à-dire ça passe par les sens. Alors déjà parce qu'on perçoit les choses par nos propres sens, enfin c'est mon cas en tout cas. Mais il y a un danger, c'est que si on n'est pas incarné, on peut être super tandis qu'on est médium, c'est-à-dire qu'on est connecté dans un état modifié de conscience, comme on dit. Mais quand vous redescendez, que vous reprenez votre vie classique après vos rendez-vous de la journée, vous faites à manger, vous rencontrez votre mari, votre femme, votre copain, etc., ou vous devez être seul, eh ben c'est marrant, c'est pas la même. Et il y a en fait il y a une dissociation entre qui vous êtes quand vous êtes dans cet état de médiumnité et puis l'état où vous êtes comme n'importe qui, lambda, qui prend son métro, son train, son avion, etc. Donc si on n'est pas complètement, et si on ne travaille pas sur l'enracinement, le moment présent, alors c'est quelque chose pour moi qui est au cœur de mon travail, d'accompagnant, d'ailleurs, aussi bien en tant que médium et d'accompagnant, c'est que je fais bien comprendre aux gens que si je peux avoir des messages, c'est parce que ça vient, c'est une fulgurance maintenant. C'est pas dans 2 heures, c'est pas dans 10 minutes. Si je ressens quelque chose, c'est tout de suite. Alors, ça tombe bien si c'est pendant une séance. Oui. Mais si pendant la séance, j'attends 5 minutes, 10 minutes, je me le note à côté, ça n'aura pas la même fraîcheur que si le message il vient maintenant. Voilà, clac. Et cette fulgurance qui vient de toute éternité, d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle la vie éternelle ou l'éternité, c'est qu'elle échappe au temps et à l'espace, il s'agit de l'accueillir telle qu'elle est là. Alors après, c'est tout le travail d'interprétation, on balance pas des messages comme ça qui peuvent blesser les gens, leur faire peur, même si, tiens, votre mari s'est suicidé, même si la personne dit oui, elle peut être complètement bouleversée, je lui dis ça comme ça. Donc il y a une façon d'approcher. Je dis jamais, tiens, je vois que votre mari s'est pendu. Ouais, c'est ça. Alors si en plus c'est pas le cas, ah bon, mais mon mari va se pendre. Ça peut créer énormément de... on est dans une fragilité. Donc, et clairement... c'est pas parce qu'on est médium, en tout cas, enfin je ne considère, c'est pas parce que je suis médium que ça me dispense ou que ça m'a dispensé d'un travail personnel. Aujourd'hui, j'ai appliqué un protocole d'accompagnement spirituel on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais qui
qui est dans la suite naturelle de mon travail de médium, pour permettre aux gens et aux personnes de pouvoir elles-mêmes s'incarner vraiment. Parce que, encore une fois, si on veut pouvoir vivre une vie spirituelle, elle doit éclairer cette vie spirituelle, tout ce qui se passe au niveau, donc conscientiser tout ce que nous vivons au quotidien. Que ce soit d'aller se brotter les dents, ou d'aller travailler, ou de faire ce qu'on fait là, très agréablement dans une conversation. Ouais. Il y a cette idée dont je vous ai déjà entendu parler, qui est très intéressante aussi, c'est que notre vie, notre existence, en fait, les situations qu'on vit sont des pièces de théâtre qui, en quelque sorte, nous amènent à prendre conscience de certaines choses. Et je trouve ça très intéressant parce que très souvent, moi personnellement, je suis dans des situations où je comprends pas vraiment ce qui se joue. C'est des trucs parfois qui sont répétitifs, etc. Et vous êtes capable d'apporter des éclairages sur ça qui sont très intéressants. Alors, merci. Je sais pas si j'en suis capable, mais enfin, en tout cas, c'est comment dirais-je, le choix de vie que j'ai fait. Parce que d'abord, j'ai très, très tôt eu envie et eu besoin d'aider ou d'accompagner ou de soutenir, mais pas à la façon... en tout cas, ma façon n'était pas forcément celle classique d'aller... je m'étais posé la question très jeune si je n'allais pas devenir psy ou s'il fallait que je devienne psychanalyste, ou etc. C'est vrai que je me suis aussi demandé si j'allais pas être prêtre, parce que j'étais très, très marqué par la spiritualité. Et l'Église... prêtre, oui, mais pas dans le cadre dogmatique, en tout cas que je considérais comme tel. Il y a de très belles choses dans la religion chrétienne comme dans les autres. Si on arrive un petit peu à faire dégager un petit peu le côté dogmatique qui peut être un peu aliénant dans certains cas. Mais oui, j'ai oublié votre question, mais elle va me revenir. Comment dirais-je, non, j'ai oublié. Le fait que les situations qu'on vit reflètent une intériorité. Une intériorité, exactement. Et ça, c'est une... Bon, je suis certainement pas le premier ni le dernier à le dire. Les grands sages l'ont dit avant nous, mais... quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est-à-dire que ça fait pas forcément avancer le schmilblick. C'est-à-dire, on va se dire, je comprends, là, il se passe quelque chose. Alors, je comprends pas pourquoi, mais elle est en train de se répéter, cette chose-là. Ça, je l'avais déjà connue à cette époque, maintenant encore, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a des répétitions, des schémas, des formes de karma, qui sont pas forcément des vies antérieures, ça peut l'être, des résidus de vie antérieure, mais ça peut être surtout un karma familial, un karma actuel, dans lequel... des problématiques se posent et se reposent en permanence. Et quand on gratte un petit peu, on se rend compte que d'abord ça blesse, c'est quelque chose qui fait mal, on ne comprend pas pourquoi ça bute, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi est-ce que ça fait mal à ce moment-là et à cet endroit-là avec tel type de personne et pas ailleurs. C'est qu'effectivement, c'est en train de mettre en lumière une blessure qui est ici, et cette blessure... La plupart du temps, et l'être humain est fait comme ça parce qu'il est éduqué comme ça, et cette blessure, surtout, on ne veut pas la voir. Donc on va la mettre dans l'ombre. Vous parliez de Jung tout à l'heure, c'est à force, tout ce qui est à l'ombre, dans l'ombre est amené à venir à la lumière, mais ça dépend dans quelles circonstances. Et si ça vient de façon catastrophique, ou si c'est vraiment pour nous casser en deux, et on se dit, mais il y a une volonté divine, et le bon Dieu t'a puni, etc. On connaît toutes les pères fouettards et toute l'histoire. Or, la question, elle n'est pas là. Elle n'est pas question qu'il y a un Dieu vengeur ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, c'est pas mon idée. C'est que il y a la conscience et l'inconscience. Quand on est inconscient, on fait des choses Si on était conscient de ce qu'on faisait, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas ou on les ferait différemment. Et c'est toute la problématique. Donc, la question d'être au cœur de soi-même, donc de connais-toi toi-même, comme disait l'oracle de Delphes, Fronton, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, c'est évidemment se connaître par rapport à ses vies, ici ou antérieures, c'est de connaître les ressorts, etc. On a besoin de ça, effectivement, mais au bout du compte... je dis pas que c'est pas bien, pas me mettre à dos tous les thérapeutes et les analystes, parce que je trouve que c'est un formidable travail et que, à titre personnel, j'ai fait une psychanalyse pendant plus de 10 ans, voire 12 ans, et que cette psychanalyse, elle a été salvatrice. J'en ai même remercié mon analyste il y a pas très longtemps. Je lui ai reparlé à une occasion quelconque, et il a été très touché d'ailleurs. Mais à un moment donné, vous pouvez compiler
un nombre mais incalculable d'expériences, de ressentis, de compréhension, parce que papa, maman, la bonne et moi, enfin toute l'histoire, hein, vous pouvez remonter jusqu'à Adam et Ève, hein, vous aurez la réponse, mais est-ce que ça va vous... Est-ce que le fait de savoir, oui, parfois le fait de savoir dénoue des choses, mais il y a des moments où, malgré tout, il y a des choses qui sont tellement empreintes en nous que malgré toute la conscience, enfin en tout cas la connaissance qu'on peut avoir, c'est pas de la conscience justement, la connaissance qu'on peut avoir, les choses se répètent et on va retomber dedans. Et on se dit mais je comprends pas pourquoi je retombe là-dedans. Il y a une question de fréquence vibratoire, il y a une question de tout ce qu'on veut. Et pour le médium enfin dans le travail que j'exerce, le métier que j'exerce de médium, c'est évidemment donner des messages de ceux qui sont partis, en comprenant bien que s'ils sont partis, dans une certaine mesure, ils sont dans une autre dimension et plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire évidemment, ils n'ont déjà pas la pesanteur du corps, hein, ils sont dans un corps de lumière. Et puis si en plus on a de la chance d'avoir des guidances, ça nous permet aussi de comprendre ou non pas d'échapper, mais de rentrer vraiment dans notre histoire et de comprendre que la blessure, cette blessure, celle qu'on va identifier à telle ou telle occasion, c'est la porte d'entrée spirituelle vers la vérité ou le réel. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine des réalités, c'est-à-dire mon père, ma mère, mes enfants, mon truc, ma voiture, mon boulot, mon machin, mon, toujours moi, toujours ça. Hein, donc un mental qui travaille énormément. Et on arrive un peu à quitter ça, et avec l'intervention des guides et aussi d'une forme de protocole, en tout cas dans ce qui me concerne, ce que j'ai mis en place, permet aussi de comprendre, se désidentifier de la matière. Parce que, comme le disait, d'ailleurs je l'ai mis en exergue de mon dernier livre, ce que disait Teilhard de Chardin, le père Teilhard de Chardin, il disait « Nous ne sommes pas des êtres matériels faisant une expérience spirituelle, c'est tout l'inverse. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. » Alors, le monde, il est partagé entre ces deux choses-là, hein, entre ces deux pôles. Soit on est vraiment dans une dimension strictement matérielle, il n'existe rien de l'autre côté, c'est pratico-pratique, c'est physique, etc. On en fait l'expérience, hein, c'est pas un jugement, chacun vit à ce qu'il a à vivre. Soit on est dans une autre dimension, qui est celle de... je suis venu m'incarner ici, dans une histoire. Elle me raconte dans une certaine mesure ce que je suis, hein, dans une certaine mesure, mais au final, ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis, donc notamment à travers la blessure. Ce que je suis s'exprime à travers ce que je vis. Waouh. Oui, exactement. Ouais. Et cette dernière citation, vraiment magnifique, j'aime beaucoup cette citation. Pour revenir sur les guides, les petites âmes, les défunts aussi, je trouve ça profondément... en tout cas, ça me fait chaud au cœur juste de penser qu'il y a des gens dans l'invisible qui sont là pour nous, et qu'en fait c'est le cas pour tout le monde. Alors vous êtes capable de les percevoir, de communiquer avec eux aussi parfois, mais juste cette idée de dire qu'en fait on est tous accompagnés, visibles ou pas, je trouve ça génial. Et qu'est-ce que ça doit être riche, ce monde, justement, l'autre monde. Comment est-ce que vous percevez la situation des défunts, où est-ce qu'ils sont, sous quelle forme, comment est-ce qu'ils se sentent, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement? Alors, oui, c'est certainement magnifique. Il y a, ça reste malgré tout une glimpse, hein, c'est vraiment une petite, un éclat comme ça, c'est tout, une petite lumière. C'est extraordinaire déjà de l'apercevoir, mais je suis bien conscient que c'est un infini, c'est infiniment, il y a infiniment plus que ce que j'imagine, enfin ce que je perçois même. N'oublions pas encore une fois, si on était conscient, hein, si on avait pleine conscience, mais je parle pas de la méditation en pleine conscience, si on avait si on était en présence totale de la présence, hein, Dieu, encore une fois les synonymes, etc.
on serait foudroyé sur place. Mmh. Hein. Mmh. C'est quelque chose que j'ai découvert, qu'une de mes sœurs m'avait dit, je me rappelle encore à Lyon, puisque c'était la région dans laquelle je vivais quand j'étais petit, et on s'était fait cette réflexion, je lui ai dit, mais en fait, tu te rends compte, si jamais, là, si Dieu se manifestait maintenant, voilà. Et elle m'avait dit, mais tu serais foudroyé sur place, hein, à l'état de poussière, et encore, même la poussière, ça a une composition. Donc on se rend... C'est trop pour de l'humain. Mais c'est trop, voilà. Et tant mieux d'ailleurs. Hein. Oui. Mais c'est cette recherche, c'est pour ça qu'on parlait de ça me cherche. Hein. Il y a l'autre avec un grand A, c'est l'autre. Voilà, on ne sait pas. Et c'est ce qui nous attire. C'est ce qui nous et je ne suis qu'un chercheur parmi tant d'autres. Il y a un modeste chercheur. C'est ça qui est extraordinaire, c'est de réaliser ça. Et moi, j'ai conscience de ça et ça anime toute ma vie. J'étais quelqu'un de très mélancolique quand j'étais adolescent. J'étais le grand romantique. Bon, ça se voit pas, mais j'avais une belle mèche là de cheveux et j'étais un peu le dandy lyonnais. Bon, parce que j'aimais ça. J'étais très Chopin, la musique classique, Rachmaninoff, tout était. Il y avait vraiment un pathos, quoi. Il fallait quelque chose. Bon, ça c'était mon histoire. J'aime toujours autant la musique classique, mais je ne l'écoute plus de la même façon maintenant. Et je n'ai plus de mèche romantique, donc je ne peux plus jouer à ça. Terrible. Mais il y avait toujours une forme de mélancolie ou de nostalgie, quelque chose qui est... Bon, j'ai compris après ce qu'il en était. C'était ma vie personnelle et mon histoire familiale et autres. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, c'est pas parce que je suis médium et que je suis accompagnant spirituel que, évidemment, ça me rend heureux parce que j'exerce, hein, c'est pas mon identité. Quand tout ça sera fini et je raccrocherai la blouse au porte-manteau, je ferai comme tout le monde, j'irai dans l'autre monde et je sais pas exactement ce qui s'y passe. Hein, c'est pour répondre à votre question tout à l'heure. Mais je perçois, en tout cas, et les messages qui me viennent et l'ensemble des messages qui peuvent me venir depuis des années me font comprendre que si on peut parler de lieu, en tout cas c'est un lieu de présence où la conscience est plus... Voilà, il y a des niveaux de conscience comme ici-bas, hein, il y a des niveaux de réalité. Ici, vous allez manger au burger d'à côté, ou vous pouvez aller manger dans une très grande table étoilée. C'est pas le même niveau de réalité. Le goût ne sera pas le même. Après, la bourse n'est pas la même non plus pour pouvoir se payer le burger du coin. Bon, voilà. Et ben, c'est un peu la même chose. Je crois que dans l'autre dimension, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a vraiment des niveaux de densité de conscience. Et si on imaginait que le cœur qui anime tout ça, qu'on appelle Dieu, mais qu'on peut appeler le soleil, avec l'image du soleil, c'est que nous sommes chacun un rayon du soleil. Alors ce sont des milliards et des milliards de rayons de soleil, d'autres qui viennent s'incarner, d'autres qui partent de l'autre côté et qui rejoignent cette lumière. Et il y a une roue comme ça extraordinaire. Qui sait si ça passe par d'autres galaxies. Certains films nous l'ont montré, comme Interstellar, ou un très très beau film des années 90 qui s'appelait Contact avec Jodie Foster, qui m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'il est très proche de cette réalité. Il est magnifique ce film. Voilà, il y a quelque chose, oui, bien sûr. Et ce quelque chose me donne de la joie. Ça me donne de la joie. Après que je pratique, bien sûr, parce que j'ai écouté mon désir, et un désir qui m'a habité. C'est venu me chercher, ça m'a cherché. Mais je ne m'identifie pas, c'est pas l'objet de même si demain je faisais plus tout ça. Oui. Bon, j'en serais triste quand même, soyons justes, hein, je suis un être humain comme plein d'autres, mais ça n'ôterait pas l'identité de qui je suis, parce que je suis, c'est inaltérable, c'est éternel. Quand on a conscience de ça, enfin moi j'en ai eu conscience relativement tardivement, mais ça éclaire toute la vie. Ça éclaire toutes les relations, les gens qu'on rencontre. Rien, effectivement, n'est par hasard, mais il y a à un moment donné, il y a des petites fenêtres. On se rend compte, alors on dit, tiens, il y a des petites plumes, il y a des signes, je reçois des signes de l'au-delà, etc. Bon, c'est super. Mais si c'est réduit à ça, ça sera que de la pensée magique. C'est-à-dire, ça veut dire que je suis accompagné. Bon, tant mieux, c'est déjà super. Hein. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Mais si c'est réduit à cela, ça va être de la pensée magique, c'est-à-dire que ça va être très réducteur. Le signe, comme son nom l'indique, c'est presque l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, il y a tellement plus de l'autre côté, il y a tellement plus derrière. Et c'est un émerveillement constant, quotidien.
mais que je sois en train de travailler ou pas. Il y a des personnes que j'accompagne en ce moment avec lesquelles il y a des périodes comme ça. Il y a des groupes, je vois, enfin, ils viennent pas en groupe, mais il y a des périodes de vie où je rencontre des personnes qui viennent me voir pour un accompagnement et auxquelles je transmets des guidances, des messages, et on va plus loin, c'est-à-dire dans une pratique spirituelle quotidienne. Je précise que je ne suis pas psy, ni thérapeute au sens usuel du terme ou conventionnel du terme. Il y a un accompagnement spirituel. C'est comment est-ce qu'on connecte finalement avec l'intensité du moment présent, de ce que je suis maintenant, dans mon corps, avec tout mon contexte. Et c'est autour de tout ça que ça se passe. Et c'est justement pas du tout perché, ce que je propose en général. C'est plutôt, oui, c'est un peu perché quand on reçoit des messages. Et il y a un ravissement de découvrir que, mais comment vous savez ça? J'en sais rien, je vous le dis parce qu'on me le transmet. Et si je le sais, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui me l'envoie. Et ce quelqu'un, c'est peut-être votre père, votre mère, votre grand-père, c'est peut-être un guide. Et cet accompagnement, il existe, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. Jamais seul. Moi, je suis tranquille à la maison sans un bruit. Je peux passer 2 jours comme ça. Alors, quand même, il faut quand même aller manger ou être sociable, mais il n'y a pas de solitude. Ça n'existe pas, la solitude. Elle n'existe que dans notre mental. Alors, des gens qui pourraient réagir à ce que je dis en disant si, moi je suis bien seul, j'ai personne dans ma vie, je suis dans la dèche, etc. Ok, oui, il y a des réalités quotidiennes, mais la solitude profonde, et quand on en a conscience, c'est pas le même rapport à la vie. Vous avez parlé de période, donc je vais rebondir sur ça. On est en début 2024. Qu'est-ce que vous percevez sur les énergies de cette année et peut-être même des années qui viennent? Qu'est-ce qui est dans l'air actuellement selon vos ressentis pour vous? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que cette période nous appelle à faire ou pas, ou à devenir ou à être? Merci de préciser, effectivement, à mon sens, c'est effectivement le cas, les sensibilités peuvent être différentes. Alors, c'est pas tout récent. Il y a 2 dimensions, à mon avis, assez proches de nous. Évidemment, la plus proche, c'est celle des événements du Covid et de ce vaste shutdown mondial qui n'est... Bon, je ne vais pas revenir dessus, mais ça a été effectivement... il y a eu des signes avant-coureurs, pas sur le plan santé, ça j'en sais rien, mais sur le plan civilisationnel, ou en tout cas mondial. Mais ça fait suite, à mon avis, à quelque chose qui est plutôt proche de la bulle Internet. Enfin, pas de la bulle Internet, mais du début d'Internet, on va dire dans les années fin 90, début 2000, donc c'est 98-2000, où je pense que là, il y a eu vraiment un shift. Il y a eu un vrai décrochage, déclic. Alors, 20 ans, c'est que dalle. Là, ça fait 24 ans maintenant, les années 2000. L'an 2000, c'est même dans nos vies, ça fait 25 ans, ça fait un quart de siècle, mais enfin, en termes de l'histoire de l'humanité, je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, alors beaucoup de gens parlent aussi de la fameuse ère du Verseau, on a quitté l'ère du Poisson à l'époque du Christ, etc. Et déjà depuis un moment, on serait dans l'ère du Verseau. Je ne suis pas astrologue ni spécialiste de ça, donc je le mets vraiment au conditionnel. Ce que je sais, quelqu'un m'en a parlé notamment de l'ère du Poisson à l'époque de Jésus-Christ, et donc de toute cette époque-là, c'est quand même pas rien qu'il y ait eu à cette époque autant de grands sages, entre Lao Tse, c'est un petit peu avant même Jésus-Christ, mais toute cette époque-là. Donc, Tao Te Ching, un livre incroyable. Absolument. Et puis tout le taoïsme d'une façon générale, absolument, avec Lao Tse et puis Confucius, bien sûr, dont sont imprégnées toutes les autres spiritualités. Donc, aujourd'hui, pour revenir à la question actuelle, il y a une profonde transformation, il me semble, et qui n'est pas... qui étonnamment, elle est avant tout individuelle. C'est ça qui est fou. Donc ça se ressent sur le plan collectif avec une vraie... avec un sentiment général. Beaucoup de gens disent aujourd'hui on perd pied, tout va plus vite ou trop vite. Alors évidemment à l'ère d'Internet et encore plus avec l'IA, enfin en tout cas l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça prend des dimensions et c'est pas terminé. C'est que le début sans doute. J'ai entendu, je l'ai pas vu cette série, il y a ce reportage sur une chaîne câblée ou une chaîne du câble notamment la série elle s'appelle je crois 2080 et donc c'est
une série d'anticipations, mais qui est très réaliste, paraît-il. C'est sûr que ça fait bizarre, quoi. Ouais. Mais en même temps, la problématique, et c'est à ça que je voulais en venir, c'est que la tendance de l'être humain et donc du mental, c'est de sectoriser, de segmenter. Il y a pas, vous savez, c'est comme en peinture ou comme en musique. On peut pas dire qu'il y a eu l'époque des Beatles et puis ensuite il y a eu l'époque de machin, parce que les époques se croisent. Elles sont comme des plaques tectoniques. Elles se chevauchent. On peut pas dire tiens, il y a eu l'impressionnisme et puis ensuite le fauvisme et puis ensuite l'expressionnisme puis ensuite non, tout ça se faisait en même temps. En musique, c'est pareil. On parle du baroque. Le baroque s'est pas arrêté telle année, et puis ensuite il y a le classicisme qui a pris, puis ensuite le romantisme. Ça sont des vues, et c'est des classifications que notre cerveau humain a tendance à faire. Alors il le fait parce que c'est intéressant en termes de repères. C'est intéressant de savoir que je suis né à telle date, telle heure. C'est sécurisant. C'est sécurisant, et puis ça me donne aussi un ancrage. Mais au-delà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que à ce moment-là, on sectorise et on dit voilà, le Moyen-Âge c'était ça. Alors on a l'impression qu'ils étaient tous sales, beaufs, débiles, etc. Et en même temps, on dit tiens, la Renaissance, François Ier, blablabla. En fait, il y a des catalogues, et on catalogue trop facilement. Et c'est justement la problématique d'aujourd'hui, c'est de cataloguer. Donc les jugements, Internet et les réseaux sociaux ont exacerbé de façon terrible. Ça existait avant, mais c'était pas à cette puissance. Donc l'ego global, c'est-à-dire le mental souffrant, hein, le corps de souffrance qui apparaît là. Mais toi, qu'est-ce que tu as dit, t'es un pourri, etc. Hein, donc on voit bien tout ce qu'il y a pu, tout ce que les gens peuvent se dire, ou alors je suis d'accord avec ça, mais pas d'accord. Tout le monde donne son avis, tout le monde a un avis, soi-disant. Je sais pas si c'est si intéressant que ça, mais enfin. Donc, et en même temps, c'est intéressant parce que dans ce domaine, et on est toujours dans votre question, l'émotion, c'est-à-dire toutes les émotions qui étaient refoulées depuis des années, après la guerre, avant la guerre, etc., où on ne parlait pas, où on ne s'exprimait pas, on ne disait pas qu'on aimait les autres ou les uns et les autres, etc. Aujourd'hui, tout sort. Alors évidemment, c'est l'extrémisme humain, c'est-à-dire qu'on part de rien à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout, si je peux me permettre, tout dégueule un petit peu partout. Mais c'est pas mal parce qu'en même temps, on ouvre les vannes. Donc c'est un petit peu, à mon avis, ce qui se passe depuis quelques années maintenant. Il y a une ouverture des vannes. C'est pas rien qui est tout ce qu'on appelle le MeToo, bon, il y a des gens qui aiment pas ça, mais le wokisme, etc. Il y a une espèce de retour, d'équilibrage global où les femmes et les hommes, etc. Donc c'est passionnant tout ce qui se passe, mais il faut s'y retrouver. Mais ne nous perdons pas là-dedans. Parce que ça, tant mieux. Sociétalement, sur le plan sociétal, c'est extraordinaire. Il y a des avancées formidables pour l'égalité, j'espère, en tout cas des femmes et des hommes. Enfin, à plein de niveaux, la prise en charge de ce qu'on appelle les migrants, ce mot, je trouve horrible. Ce sont des êtres humains, surtout. On oublie juste un tout petit peu. Il y a une conscience globale avec d'énormes résistances, hein, d'énormes résistances. Il y a une conscience que nous sommes un. On n'est pas, c'est pas Mourad ici, Bruno ici, machin, un truc. On est dans une certaine mesure tous reliés. Ce qui arrive à mon prochain m'arrive à moi-même. Ce que je vais donc faire à l'autre va refléter là pour le coup ce que je fais moi-même. Hein. Donc c'est un peu pour 2024 et les années à venir. Je crois que là, particulièrement dans cette année, il y a la conscience aussi de la manifestation, de la réalisation de qui je suis, dans des conditions qui me semblent très matérielles. C'est-à-dire comment est-ce que nouveau job, nouveau contrat, nouveau ouverture. C'est-à-dire qu'il y a aussi les fruits. Qu'est-ce qui porte ces fruits en ce moment, hein. Alors je suis pas un grand spécialiste, je m'y suis intéressé comme à plein de disciplines avant, comme les cartes, etc. Je me suis beaucoup, bien sûr, intéressé à la chiromancie, donc la lecture des lignes de la main, mais surtout, il y a une époque où je m'intéressais pas mal à la numérologie, ou à ce qu'on appelait autrefois arithmomancie. Alors ça fait encore très... arithmomancie. Bon, c'est de la numérologie, c'est pas tout à fait pareil. D'accord. Mais la numérologie, donc. Et ça aura échappé à personne qu'on est en année 8, visiblement, l'année 2024, qui est aussi l'année dans le tarot de Marseille, qui est celle de la justice.
Hein, mais c'est pas forcément la justice des contrats, comment dirais-je, de la justice où on va gagner un procès ou perdre un procès. C'est aussi les contrats, mais c'est aussi l'équilibrage des valeurs féminines et masculines. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que ça venait beaucoup en écho. Mais à mon avis, c'est difficile d'abord, le temps chronologique tel qu'on l'indique pour 2024. Il est arrangé en fonction des scientifiques ont mis, voilà, on a mis une année je crois que c'est cette année d'ailleurs, je crois qu'on a une année, non c'est pas une année bissextile cette année, je sais plus. Bonne question, on pourrait vérifier. Bon, de toute façon c'est tous les 4 ans, donc, ou tous les 2 ans, je sais plus, je m'en souviens plus. Peu importe, il y a cette... ça peut pas se définir uniquement sur 2024. Et puis j'ajoute une chose... Ça, c'est pour le côté un petit peu horoscope, en rigolant. 2024 est une année bissextile. Bon. Donc, ça prouve bien qu'il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas tel qu'on le voit. Enfin, il est interprété en fonction de la rotation de la Terre, de tout ça. Hein. Oui. Mais c'est pas une illusion, mais dans une certaine mesure, c'est pas la vérité non plus. Si vous dites que le soleil se couche et le soleil se lève, c'est très poétique, c'est magnifique. Il y avait des grands poètes qui ont écrit, qui ont peint là-dessus aussi, enfin des grands peintres ou des grands poètes, des grands musiciens. Mais enfin, si on regarde un petit peu d'en haut, si on n'est pas complotiste, on se rend compte que la Terre est ronde quand même, et puis qu'elle tourne autour du soleil, et que la Lune tourne autour de la Terre. Enfin, et donc il n'y a pas le soleil se lève et se couche jamais. Donc c'est bien une vision de la réalité qui nous permet, une perception qui nous permet de vivre, d'organiser notre vie. Et en cela, cette perception-là, elle est importante. C'est le mental, là, pour le coup, qui travaille. Ça nous permet d'organiser nos routes, de prendre sa voiture, de prendre un train, de conduire un avion, etc. Mais c'est du mental, ça c'est sa place, c'est le mental. C'est l'organisation, l'anticipation, la participation des choses. Le reste, c'est le travail de l'âme, et c'est le plus important. Or, et pour finir sur les guidances dont vous me demandiez, depuis très très longtemps maintenant, si ce n'est depuis le berceau de l'humanité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire dès que la pensée est apparue et qu'on a commencé à pouvoir penser, la pensée a voulu s'accaparer les choses. C'est-à-dire que toi, tu es moins bien que moi et je vais te le prouver. Et si je n'arrive pas à te le prouver, je suis prêt à te tuer pour te le prouver. Hein, on le voit assez bien dans ce qui se passe de tout temps et en ce moment en particulier. J'ai raison, moi, etc. Les petites âmes, les guides, nous invitent, enfin moi je le ressens énormément sous cet angle-là, et c'est tout ce qui a orienté mon travail spirituel d'accompagnant et de médium, c'est de bien comprendre que le je, c'est pas l'identité profonde qui parle, c'est pas l'être, c'est le moi, le petit moi. Hein. Et ce petit moi, il est très bien, hein, c'est pas réducteur, il est à sa place quand il organise. Ok, je prévois, on avait rendez-vous aujourd'hui à telle heure, on se voit. Ça, le mental, il s'est très bien organisé. Le reste, c'est pas son boulot. C'est quand on fait l'inverse que c'est là que les problèmes se manifestent. Oui, ouais. Et en même temps, c'est tellement difficile de lâcher prise sur ça. Ça implique de faire confiance aussi, de se laisser aller à l'inconnu. Peut-être d'avoir parfois des gens et des situations qui vont appuyer sur nos bleus, nos blessures. Et en même temps, oui, je pense que c'est essentiel. Ouais, ça me touche particulièrement parce que je pense que la période m'amène aussi à ça, je le sens personnellement, ce côté-là. Effectivement, le moi-je qui est bien présent et l'autre partie qui essaie de rentrer un petit peu, voilà, la lumière qui essaie de rentrer un petit peu et de dire on peut vivre différemment. Sans doute ça fera un petit peu moins mal de temps en temps. L'idée c'est qu'il y a vraiment dans nos vies, il y a... on est gouverné par la pensée, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Hein. Et c'est aussi ça, hein, cette fin dans la civilisation que nous vivons aujourd'hui, depuis un petit moment maintenant. Hein, c'est que la pensée, elle est formidable pour plein de choses, mais lorsque la pensée, donc le mental en l'occurrence, prend le dessus et qui devient le maître, l'intuition, la créativité, etc. Alors heureusement, hein, il y a encore beaucoup d'artistes, et il y en aura toujours beaucoup, de tous ordres, des créateurs, que ce soit de la mode, que ce soit du cinéma, de tout ça. En fait, c'est l'expression, le monde n'est que l'expression, l'univers, enfin, tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, et le simple fait d'être là, assis en face l'un de l'autre, ce n'est jamais qu'une
ce n'est jamais que l'émanation d'une abondance incroyable. Je veux dire, enfin, les espèces d'animaux, toutes les espèces d'insectes, les espèces de fleurs, les espèces humaines, la chance extraordinaire que nous avons d'être d'origines différentes, le mélange du sang. Alors bon, je vais peut-être bloquer certains qui vont dire non, il faut absolument être tout ceci ou tout cela, mais c'est ce métissage incroyable qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne sais pas si les gens le réalisent, moi je le réalise pleinement maintenant, mais qu'on est le fruit quand même de 15 milliards d'années d'un fameux Big Bang, s'il n'y a pas eu autre chose avant, mais enfin en tout cas depuis ce Big Bang il s'est passé des choses folles, et que d'une soupe informe qui était une espèce de truc bizarre là, et voilà ce que nous sommes aujourd'hui. Des gratte-ciels incroyables, une nature exubérante. Alors évidemment on dit que il y aura toujours les contradicteurs qui vont dire oui, mais il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de plantes. Bon, ça c'est autre chose, mais enfin la nature, l'abondance de la vie, de l'univers, dans les relations, dans les rencontres, dans les enfants qui naissent, dans les personnes qui quittent ce monde, etc. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et pourtant, on nous suggère, quand je dis on est là-haut, nous sommes appelés à vivre dans une forme d'immobilité. Cette immobilité, elle n'est pas raideur ou rigidité, hein. C'est pas la mort. Une forme d'immobilité, c'est-à-dire une forme de... Les Américains et les Anglais disent stillness, hein. C'est être là. Voilà. Et de se laisser... c'est de surfer sur la vague, finalement. Quand elle est haute, on prend la vague, elle est haute, et on surfe dessus. Puis quand c'est bas, on descend. Et on déplore pas quand elle est basse. Et on ne s'excite pas comme des dingues quand elle est haute. On vit une forme... Voilà, on est, c'est l'être. D'ailleurs, c'est quand on lit la Bible, et quand on voit Moïse qui monte dans la montagne et qui va voir Dieu, on va dire, et que Dieu lui donne les tables de la loi, et Moïse dit à Dieu, il dit, mais comment je vais redescendre là, les gugus, qu'est-ce que je leur dis? Alors avec sa grande voix et bien sûr sa longue barbe blanche, parce qu'on sait bien que Dieu, il est comme ça. En tout cas, la voix, j'aime beaucoup parce qu'on parle beaucoup dans la Bible, on parle d'une nuée. J'aime beaucoup cette image, la nuée. C'est pas un nuage, c'est une nuée. C'est comme il y a une blancheur, il y a quelque chose, il y a le côté diaphane, c'est mystérieux. Cette nuée, de la nuée vient une phrase, je suis celui qui est. Ah bon, alors donc je descends et je vais leur dire comment il s'appelle le bonhomme là-haut? Je suis celui qui est. Alors ça nous fait rigoler, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Parce que le nom ou l'origine, c'est pas j'ai été, j'ai fait. Non, je suis. Voilà. Et je suis, c'est l'éternité, c'est l'être, et c'est donc la présence. Et c'est dans cette présence que je reçois les messages et les guidances. Donc c'est qu'il y a une forme de cohérence entre tout ça. C'est quelque chose dont vous avez parlé plusieurs fois aujourd'hui, ce fameux je suis, avec en trame de fond cette idée d'être là, stillness, l'instant présent. Cette idée que en fait tout est là dans cet instant présent, et tout est juste dans cet instant présent, même si on n'en est pas forcément conscient. Je trouve que c'est une belle perspective que vous amenez, le fait de dire soyez où vous êtes. Et soyez qui vous êtes aussi, puisque c'est... Mais le seul moyen d'être qui on est, on a parlé tout à l'heure du fait d'aller travailler sur la transgénéalogie, sur des histoires familiales, karmiques, etc. Ça reste encore une fois... c'est important parce que ça fait partie de la vie de chacun. C'est aussi comme ça qu'on se découvre. Je dirais plutôt qu'on se connaît, on se découvre. Mais si on est réduit qu'à ça, je veux dire, il y a plein de gens qui vont vous répondre moi je me tire une balle parce que c'est pas possible. Or, il n'y a qu'une partie de la vérité là-dedans. Oui, découvre qui tu es, connais-toi toi-même, mais le connais-toi toi-même, est-ce que c'est vraiment connais-toi par rapport à tes vies antérieures, ton histoire familiale, ton père, ta mère, etc. J'en suis pas sûr. Le connais-toi toi-même, c'est connais-toi en tant qu'identité profonde. On pourrait dire de fils de la lumière. C'était d'ailleurs le nom d'une secte du temps des Hébreux, au temps de Jésus, les Esséniens. On les appelait les fils de la lumière. Bon, on a beaucoup, à mon avis, fantasmé sur l'histoire des Esséniens. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps
qui remet un peu les choses à leur place, parce que vraiment, la gnose et puis tout l'ésotérisme ou le New Age ont beaucoup parlé des Esséniens. Je suis pas sûr que ce de soit manière aussi... galvaudée. Oui, un peu galvaudé, je trouve. Mais en même temps, ça reste passionnant, hein, parce qu'on a trouvé dans la grotte, notamment de Qumran, en mer Morte, enfin en Israël. À l'époque, c'était pas encore l'État d'Israël, d'ailleurs, c'était juste avant. On a découvert des écrits fabuleux du Premier Testament, enfin de la Bible et tout ça. C'est super, c'est passionnant. Mais bon, là, je m'égare un petit peu. Cette idée que je suis, c'est pas moi qui l'invente. Hein. D'abord, il y a plein d'auteurs qui l'ont écrit avant, et avant tout, ça a été noté dans la Bible, et on le retrouve dans le soufisme, dans toutes les religions, les spiritualités, quelles qu'elles soient. Il y a cette présence-là. Sous encore une fois, c'est l'abondance de la vie. Hein. C'est extraordinaire que nous ayons tout cela à disposition, qu'il y ait eu des grands inspirés, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse, Jésus, Bouddha, etc. Enfin, il y a eu au départ, après la façon dont ça a été détourné, c'est encore autre chose. On imagine toujours que le bouddhisme, c'est le truc parfait, neutre et qui plaît à tout le monde, mais enfin... Est-ce qu'on est sûr que tous les petits moines bouddhistes sont heureux ou qu'ils sont vraiment dans la présence? J'en doute, hein, parce que sinon ça se saurait. Mais c'est valable pour tout. Hein. Il y a la liberté de chacun, bien sûr. Mais ce qui me paraît premier, hein, avant de faire, c'est l'être. C'est pour ça que je suis est important. C'est d'une façon générale, tout ce que je vais dire avec je suis, c'est comment je vais me déterminer. Et très souvent dans mon travail d'accompagnant, une fois qu'on a eu l'occasion de passer des messages et toujours en contact avec les guides, et parfois d'ailleurs avec les petites âmes des personnes qui viennent me voir. Hein. Donc vous venez me voir, il y a peut-être votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-mère qui viennent là et qui participent des messages que je transmets. Donc, mais il y a une trame globale, hein, que j'ai repérée dans mon travail depuis maintenant 20 ans quand même, hein, plus de 20 ans. C'est cette trame de présence, de stillness, donc d'être, qui est constante. Et c'est celle qui fait qu'on peut méditer, on peut être dans une profonde présence de ce qui est. C'est-à-dire sans dire il fait beau, il fait froid, j'ai faim, j'ai chaud, j'ai envie de ceci ou de cela. Ça, ce sont les sens qui vont parler. Ok, je les accueille, je les entends passer, mais ça ne vient pas interférer sur ce que je suis profondément. Dans le deuxième livre que j'avais écrit, Etty et mon double de lumière, hein, je parlais d'Etty Ilsoum, qui était cette jeune femme juive déportée en 1944. Elle était dans un camp en Hollande, et c'est une femme qui a découvert, elle a eu une fulgurance de foi, enfin c'est un truc qui arrive, je sais pas comment, mais c'est dingue, au milieu de l'horreur la plus parfaite, quoi, je veux dire. Il faut imaginer l'état dans lequel vivaient dans les camps avant même d'être déportés à Auschwitz. Hein, donc on imagine même, c'était déjà quelque chose elle en parle, hein, elle le décrit, c'est difficilement supportable dans certains moments. Donc, j'ai lu son livre, il m'était tombé par hasard dans les mains, et à travers toute cette horreur, c'est une lumière, cette femme. Et on comprend bien quand on lit son histoire qu'il y a les événements de la vie. Alors évidemment là c'est poussé à l'extrême. Hein. Il y a les événements de la vie et puis il y a je suis. C'est-à-dire il y a mon identité. Et vous savez, je ne sais plus qui disait ça. Ils peuvent bien tuer nos corps, ils ne tueront pas nos âmes. Je ne sais plus qui disait ça. Mais c'est ça. N'importe qui peut... In fine, hein, on peut bien tuer, vous martyriser, vous découper en morceaux, ce qui était le cas. J'ai reçu il n'y a pas longtemps une dame, dont la famille avait été dépecée et découpée en morceaux à l'époque du Rwanda. Donc je ne vous raconte pas les visions que j'ai eues. Mais en même temps, c'était plein de joie, ce que j'ai transmis. Donc cette joie, elle est imprenable. C'est une verticalité. Et nous sommes tous appelés à la vivre. Et j'ai une grande joie de pratiquer cela, parce que non seulement je le pratique dans mon métier, mais je dis ça à l'adresse de tous les thérapeutes, pratiquants ou autres, enfin, c'est comme ça ce que j'aurais envie de dire, c'est que ne privilégiez pas uniquement les moments où vous êtes dans un état modifié de conscience, où vous pouvez transmettre des messages, où vous prédire l'avenir, ou guérir quelqu'un, etc., pour être présent, c'est que cette présence, elle s'épanouisse dans tout le reste de votre vie, parce que peut-être que j'exerce ce métier, mais en attendant, j'ai aussi un corps, j'ai des exigences de vie comme tout le monde, enfin des exigences, des besoins, et il s'agit de les écouter aussi
par le prisme de cette présence. Et non pas, tiens, je fais ça, et puis je raccroche, et puis ensuite je vais voir mes potes et je me bourre la gueule. On a le droit d'aller se boire des verres, hein, c'est pas interdit, mais que tout ça soit conscientisé, voilà, qu'il y ait une uniformité dans tout ce que l'on vit. Je crois que c'est l'appel profond des guides, et notamment en cette année où, comme dans toutes les années, on a l'occasion d'être qui on est. Ce qui est extraordinaire, et puis je terminerai avec ça pour que vous puissiez parler quand même, mais c'est que il y a différentes étapes. Voilà, en 2016, on était dans telle année, machin, c'était l'année du bidule en chinois ou en truc. Ok, donc il y a une couleur, il y a quelque chose de particulier qui est là. Qu'est-ce que je fais de cette couleur ? Comment est-ce que je vais réagir ? Est-ce que je vais attention, c'est une année où tout est coincé, ça va pas être possible. Est-ce que je vais être dans la résonance de ça ? Et auquel cas, ok. Ou est-ce que je vais être dans je suis la présence et je vais me faufiler au milieu de tout ça. Ce que disait Jésus d'ailleurs à un moment donné où on voulait le lapider quand il était à Nazareth, je crois. Il était d'ailleurs dans sa ville natale. Et les gens ne revenaient pas, mais qu'est-ce qu'il parle bien ? Mais celui-là, c'était pas le fils du charpentier, là, ou du marchand de bois, parce que c'était ou l'un ou l'autre, visiblement. Enfin, peu importe, mais c'était pas le petit gars, là. Et maintenant, il fait ça. Et alors, ils se prennent la tête les uns les autres. Alors, Jésus avait parlé dans la synagogue, il avait fait son discours. Les gens étaient... mais il parle avec une sagesse, Et puis... Ils ont fini par plus comprendre, ils disant mais c'est pas possible, c'est pas lui qu'on a connu, donc toi tu dégages, et puis ils ont commencé à vouloir le lapider, et lui il répond, c'est écrit dans l'évangile, et lui, passant son chemin, voilà, donc il passe son chemin, donc il trouve sa voie, et puis hop, c'était pas son heure. Voilà. À nous de saisir, et c'est pour ça que c'est aussi un outil précieux pour moi de recevoir ces messages, de transmettre en tant que médium, mais je suis persuadé que dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être d'autres médiums, il y a peut-être des thérapeutes en herbe ou des gens qui sont déjà confirmés. Il y a cette question d'harmoniser la vie spirituelle et la vie matérielle. Je crois que ça, c'est l'enjeu primordial, pas primaire, premier surtout, et primordial de notre société dans les années qui suivent et qui vont venir, et bien entendu, de plus en plus d'accueillir la présence, c'est-à-dire de devenir conscient que je suis en permanence bombardé, mais dans le bon sens du terme, de belles informations, et que ces informations peuvent me servir pour m'épanouir. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Je ne sais plus de qui d'ailleurs cette citation. C'est André Malraux, qui était le ministre de la Culture de Gaulle. J'étais pas né, mais oui, tout à fait. C'est ce qui a été beaucoup dit. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner pour ceux qui justement cherchent à se connecter à leur intuition, à développer ce ressenti ? Alors, justement, partant du principe que l'intuition est une fulgurance qui échappe au temps et à l'espace, c'est-à-dire que donc elle échappe à tous les conditionnements et puis à tous nos aveuglements, on va dire. Son principe, c'est d'être justement hors du temps et de l'espace. Et c'est donc le meilleur moyen de quitter le temps et l'espace, c'est d'être dans le moment présent. Je reviens toujours à la même chose. Mais ça, je le dis pas parce que c'est un enseignement comme ça, c'est parce que je le vis maintenant de façon très sereine, très suivie, et que l'intuition, elle existe pour tout le monde. Elle est plus ou moins cachée pour des raisons différentes. Il y a des gens qui naissent comme ça, d'autres qui ont besoin de travailler dessus, d'autres qui se disent mais j'ai rien du tout. En fonction du niveau, alors je ne vais pas vous donner tous les niveaux là, mais je peux renvoyer à un livre que j'ai écrit sur les anges gardiens notamment, on en parlait tout à l'heure, vous avez un nouveau message, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler deux mots, mais l'idée elle est de, quand c'est pas spontané, et même si c'est spontané, on peut trouver des rituels, c'est-à-dire de se donner des rendez-vous avec soi-même, quand c'est pas naturel et spontané, c'est de se dire voilà, régulièrement, dans la journée, dans la semaine, le samedi, le dimanche, je vais commencer à me donner des rendez-vous intérieurs, où je vais c'est moi, oui, c'est ce que je suis là, avec ce que je ressens d'autres. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Il y a une très bonne méthode pour évaluer pour travailler son intuition, c'est toujours de chercher son désir.
Parce que là où il y a le désir, il y a l'intuition. Ça, c'est un truc, vous ne pouvez pas vous louper. Alors attention, quand je parle de désir, c'est pas d'envie ou de petits plaisirs comme ça. Hein. De quelque chose de profond. J'ai envie d'une glace et j'ai besoin d'aller au soleil parce qu'il fait froid. Certes, ça peut être un désir au fond, un désir de bien-être, mais le désir global, hein, c'est-à-dire le désir de vie, ça peut être un désir aussi dans l'évolution professionnelle, du sens de ma vie, etc. Mais ça peut commencer par des petites choses. Parce que si vous êtes complètement novice et que vous démarrez sur des trucs énormes, vous allez vous faire peur, ou vous allez peut-être pas croire dans les réponses que vous allez recevoir. Bien sûr. Donc l'idée, ça peut se faire sur des toutes petites choses. Et l'idée, c'est d'aller... Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors, moi, j'ai... Bon, la couleur le dit, d'ailleurs aussi, la pièce, le bleu, c'est une couleur que j'aime beaucoup, par exemple, qui représente beaucoup de choses. Le bleu de ma chaîne, Bruno Nouveau Message, c'est bleu, etc. Donc, si vous allez le plus près de votre désir, désir profond, des choses qui vous habitent, on peut prendre des exemples tout bêtes, mais ça peut être même le désir de changer de métier, par exemple. Je sens que je suis pas bien là où je travaille, par exemple. Je suis pas bien dans cette dimension. Bon, alors je vais peut-être pas tout prendre à bras le corps comme ça, si j'ai pas beaucoup d'intuition, mais développer ce désir. C'est-à-dire que plus vous allez aller dans ce désir de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui me correspond vraiment. Alors déjà, parfois, il y a des gens qui disent « j'en sais rien ». Eh bien, interrogez-vous sur des choses du quotidien. Est-ce que j'aime le rouge? Est-ce que j'aime le bleu? Faites un petit inventaire de ce qui est utile pour vous. Est-ce que j'aime plutôt manger salé, sucré? Est-ce que je suis plutôt européen? Est-ce que je suis plutôt méditerranéen, etc. Voyez quelles sont vos prédispositions. On est tous nés avec un goût sucré ou salé, par exemple. Moi, j'adorais le sucre quand j'étais gosse. Il faut que il faut que je m'en calme toujours. Mais bienvenue au club. Le sucre, bon voilà, très bien. Alors pourquoi et quel type de sucre voilà. Et ne vous demandez pas pourquoi c'est plutôt du chocolat noir, du chocolat blanc ou du chocolat machin. Dites juste, vous faites une petite liste et entretenez ce côté qui fait plaisir. C'est-à-dire que si c'est, alors je vous dis pas de vous gaver de chocolat, mais c'est valable pour tout, l'exemple du chocolat, c'est valable pour d'autres choses. C'est-à-dire que vous aiguisez votre désir. Et pour connaître votre désir, je crois, c'est de connaître ce qu'on aime spontanément. Voilà. Encore une fois, on est né avec chacun quelque chose de particulier. Les gens qui aiment... Il y a des gens qui naissent, il y a des enfants qui naissent, ils ont la mode dans la peau, quoi. Ils savent s'habiller, ils savent se coiffer, et puis d'autres, on les voit, ils sont hirsutes, ils n'en ont rien à faire. D'autres qui sont fous de tatouages. Cherchons non pas qu'est-ce que ça veut dire, oui on peut dire parce que mon père, parce que mon grand-père, mais n'allons pas trop loin là, juste dans l'intuition. Et puis vous faites un petit inventaire exhaustif de ce que vous aimez bien. Commencez par là. Et puis le deuxième étage, ça va être de reconnaître dans votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous reconnaissez. De toute façon, vous le faites déjà. Vous allez dans une boutique parce que ça vous attire et que votre œil, il y a quelque chose dans votre œil qui correspond à ce que vous avez en vous. Sinon, vous n'allez pas acheter une espèce de pantalon évasé alors que vous adorez ce qui est skinny, par exemple. J'en sais rien, par exemple. Bon. Et tout ça, ça peut se faire au minimum avec des détails de la vie de tous les jours. Et puis petit à petit, vous vous rendez compte que vous avez une espèce de choses, des choses que vous aimez moins. Et puis il y a quelque chose qui s'élève de tout ça. Il y a, tiens, je suis plutôt dans une dimension. Aujourd'hui, c'est pas simplement parce que j'aime m'habiller en bleu et que j'aime les tennis ou les mocassins avec des petites machins là. Mais peut-être aussi parce que j'aime tel style. Tiens, mais j'aimerais bien pouvoir travailler dans un truc où je peux et voilà, etc. Et là, vous êtes en train d'éveiller votre désir. Vous voyez, du basique, et votre désir, à un moment donné, il va coller avec une intuition. C'est l'intuition et le désir qui vont ensemble. Quand c'est ensemble, c'est que ça va grandir. Comme deux aimants. Comme deux aimants. Et je trouve que c'est une magnifique boucle parce que ça nous amène à l'endroit où on a commencé, c'est-à-dire que vous parliez de votre histoire et de justement ce désir, cette curiosité envers la spiritualité, l'invisible, et vous nous ramenez à ça maintenant, donc je trouve ça génial. Bruno, j'ai vraiment apprécié cette conversation. Et je m'en cogne sur le micro, moi aussi. Merci beaucoup. Vraiment, c'était génial, fascinant, extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses très pratiques, simples même, du quotidien, qu'on peut tous appliquer, en tout cas que moi je vais m'efforcer d'appliquer. Il y a eu
ce que je considère être vraiment des trucs cool. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter pour tous ceux qui nous écoutent ? Alors, déjà, merci de m'avoir invité et de ce retour de votre part. Ça me touche. Oui, je voudrais parler d'un paradoxe en 2 mots. C'est un vrai paradoxe de vie. Hein. Il y en a beaucoup. Un jour, je pense que je vais les noter, ces paradoxes, et je vais écrire des choses dessus. Parce que c'est le fameux paradoxe d'être des êtres spirituels, enfin matériels, et de vivre une expérience spirituelle, ou l'inverse, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais il y a un autre, il y a un peu issu de ce même paradoxe, c'est d'être à la fois limité et à la fois illimité. C'est-à-dire limité par notre... alors, je ne parle même pas des pensées limitantes, hein, mais nous sommes limités dans une certaine mesure par notre incarnation. Jusqu'à preuve du contraire, sauf certains illuminés dans le bon sens du terme qui s'élèvent, voilà, on n'a pas encore la capacité naturelle de s'élever, ne serait-ce que par la gravitation. C'est un peu difficile. Donc il y a vraiment il y a un principe de réalité quand même, hein, même si on repousse les limites technologiques. Aujourd'hui, on fait un Paris-Strasbourg en 2 heures, alors qu'avant, il fallait prendre la trottinette. Donc, il y a des progressions qui font que, mais dans une certaine mesure, ces limites, elles se repoussent. Mais globalement, dans le temps d'une vie, c'est-à-dire, je sais pas, même 80 ans ou 100 ans dans le meilleur des cas, on voit passer beaucoup de choses, mais c'est sur plusieurs générations. Donc, il y a à la fois l'impermanence des choses, c'est-à-dire que tout évolue, tout bouge en permanence. Et il y a, donc c'est ce paradoxe, c'est-à-dire que ça bouge toujours, et en même temps, il y a ce fameux stillness, c'est-à-dire cette fameuse, qu'on pourrait appeler immobilité en français, mais qui est l'être. C'est-à-dire il y a constamment, et ça c'est le symbole de la croix d'ailleurs, hein, il y a toujours l'infini, ce qui nous relie à beaucoup plus grand que nous, l'infini, et puis il y a la dimension terrestre, qui nous limite forcément, hein, du fait de notre corps. On n'est pas une âme libre comme ça, on est incarné, et en plus on a nos entraves, parfois des entraves physiques de handicap, puis on a parfois des entraves de pensée, ce sont celles-ci qui sont les plus importantes. Je termine juste avec ça, c'est qu'il y avait un grand scientifique anglais, dont je me souviens plus le nom, mais tout le monde va se voir... tout le monde va retrouver je cherche son nom, mais il est sur le bout de la langue. C'était un immense scientifique qui était en fauteuil roulant. Hawking, oui, Hopkins. Qui, je sais plus, c'est Stephen, je crois que c'est Stephen Hawking. Stephen Hawking. Et qui était quand même une grande partie de sa vie, ou de sa courte vie, enfin pas courte vie d'ailleurs, hein. Tous les médecins lui avaient prédit qu'il allait mourir très jeune, et que, voilà, il a quand même... et il en a profité quand même pour pondre quelques théories qui sont encore intéressantes. Donc on voit bien qu'il y a la limitation du corps, là, elle est extrême celle-ci, bien sûr, il était prisonnier de son corps, hein. On va pas souhaiter ça pour les gens, mais comment, et je ne sais pas s'il était particulièrement... ouvert ou open au niveau spirituel, mais enfin, en tout cas, il a dépassé sa condition. Hein. Donc, il a dépassé des limites acceptables pour tout être humain. Donc, on se rend bien compte qu'il y a ces limitations physiques, mais il y a aussi une pensée limitante. Et ce qui nous est demandé, évidemment, c'est pas de nous échapper de nos handicaps physiques, parce qu'on aimerait bien avoir un miracle pour ceux qui sont handicapés. Hein. Mais il y a surtout le fait d'accepter ce que l'on vit et de ce que l'on est tel que l'on est. Ça n'empêche pas qu'il y ait des changements et des miracles, hein, dans la vie. Tout est possible et ouvert. Donc, cette dimension de tout est infini et en même temps tout est limité, c'est ce grand paradoxe. Et c'est d'abord en nous, on ne nous demande pas d'être des saints au sens chrétien du terme, c'est-à-dire d'être parfait, enfin il faudrait être parfait, etc. La sainteté, c'est pas ça, c'est un chemin, la sainteté. C'est un chemin non seulement de réalisation, mais d'être soi. Voilà. Donc ce grand paradoxe d'être limité, mais d'être à la fois illimité, c'est ce qui fait l'être humain. Être humain. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation et qui souhaiteraient peut-être découvrir votre travail, on peut aussi parler de votre dernier livre, où est-ce qu'on peut vous trouver ?
Alors, le plus simple, on a, enfin je dis on parce qu'il y a une petite équipe qui s'occupe de ça, créer un site qui s'appelle universbruno.com. Alors c'est pas univers de Bruno, mais c'est universbruno.com, sur lequel vous avez toute l'actualité, bouquins, l'oracle, les tournées, parce que je suis quasiment 6 mois par an en tournée maintenant. Ça commence à faire même plus que 6 mois. Les projets en cours, les tournages, les tournées, donc je parlais des tournées, les week-ends de retraite spirituelle que je co-anime avec une kinésiologue, une amie qui est kinésiologue, et on fait, d'ailleurs j'en ai un qui démarre la semaine prochaine, de 3 jours, etc., etc. Et y compris si les personnes qui souhaitent éventuellement un entretien avec moi ou une séance. Donc tout ça passe par universbruno.com. Tout est en général plutôt mal indiqué. Pas trop mal indiqué. Plutôt même très bien indiqué, je trouve. J'en suis pas l'auteur de ce site. C'est moi, mais j'ai pas le talent, j'ai pas ces talents-là. En tout cas, je les ai pas développés. Universbruno.com, en tout cas, ça va apparaître à l'écran pour ceux qui sont sur, pour ceux qui sont sur YouTube. Merci encore, Bruno. Vraiment, pour ce moment de partage, j'ai vraiment apprécié. Avec plaisir, partagez. Et à très bientôt.